Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de la nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel? Je la soutiens pas. Je la soutiens pas et je vais dire les choses. Ça n'a rien de personnel parce que le peu que j'ai connu Richard Ferrand quand il était président de l'Assemblée nationale, c'était plutôt un homme rond, cordial. La question est très politique. De quoi parlons-nous? Du fait que le Conseil constitutionnel, qui est censé être une instance tout de même qui fixe des bornes à l'action de l'exécutif en particulier, dans le respect de la Constitution, il doit y avoir une indépendance par rapport à l'exécutif. Ça doit être une forme un peu, j'oserais même dire, peut-être de contre-pouvoir, ou du moins de bornes qui sont fixées. Et Richard Ferrand a la particularité d'être un très proche du président de la République. Bon, c'est pas la première fois? Certes, mais c'est la première fois que le président de la République est encore en activité encore 2 ans, 2 ans et demi, que Richard Ferrand est un de ses très très proches. Ça veut dire donc qu'on aura désormais quelqu'un, si c'était le cas, c'est pas encore fait, qui présiderait le Conseil constitutionnel, qui est en active, si je puis dire, au service de l'action de ce président de la République. Alors, ça c'est une chose, ça a déjà eu lieu, vous avez parfaitement raison, mais j'avais cru comprendre... À droite comme à gauche, hein. Les présidents de droite comme de gauche. Roland Dumas, on peut continuer la liste, mais et c'est pas glorieux, mais j'avais cru comprendre qu'il y avait une révolution avec le macronisme, donc là c'est la vieille pratique. Mais quel est mon problème? C'est que ces gens-là, les macronistes, là je vais être un peu plus trivial, ont démontré un usage assez d'une pratique peu éthique de la Constitution, et y compris on l'a vu lors du débat sur les retraites, l'utilisation abusive, par exemple, je vais pas entrer en détail, mais du PLFSS rectificatif pour faire passer le débat sur les retraites, ce qui du point de vue tous les juristes était une absurdité, validé tout de même par le Conseil constitutionnel. Donc le Conseil constitutionnel a validé toute une série d'utilisations abusives, me semble-t-il, de la Constitution. Mais ça a toujours été le cas que le Conseil constitutionnel fasse du droit et de la politique, il fait toujours les deux en même temps. Ouais, bah alors c'est pas bien, et ça dégénère, ça fait dégénérer le rapport et la confiance citoyenne vis-à-vis de cette instance. Vous savez, il y a quelque chose de vertueux de tout ça, même si je ne souhaite pas donc que Richard Ferrand, parce qu'il ne symbolise pas, il ne marque pas cette indépendance par rapport à l'exécutif. Moi, je suis pas pour qu'on banalise l'utilisation autoritaire de la Constitution, je l'ai dit. On est dans la multiplication, on va parler des 49.3, ou quand un homme comme moi proteste contre les 49.3, on dit, bah, enfin bon, ça a déjà eu lieu, on en est au 27e. On habitue, par petite dose, les citoyens, qu'on impose des budgets que même la représentation nationale ne veut pas. Et je voulais terminer en disant, il y aura peut-être quelque chose de vertueux de tout ça, c'est qu'il est temps de passer à la 6e République. Il est temps d'avoir une discussion. Revenir, parce que c'est le fond du sujet. Ouais. Aujourd'hui, le président de la République qui concentre des pouvoirs comme, dans un autre pays, des pouvoirs à une légitimité extrêmement faible dans le pays. Il y a plus de consentement en l'autorité, etc. Donc il est temps de nous refonder, on va en parler, et d'avoir des institutions plus démocratiques dans lesquelles le citoyen peut intervenir, en finir avec le présidentialisme, le bonapartisme. Et j'ai envie de dire que Richard Ferrand est un petit soldat du bonapartisme macroniste actuel. Moi, je le soutiens pas. Vous nous dites, c'est pas gagné sa nomination. Vous pensez qu'il peut être retoqué par l'Assemblée nationale? Bah, il faut qu'il y ait les 3/5, si je crois bien. Deux commissions des lois, dans l'une des 2 commissions des lois à l'Assemblée et au Sénat. Bon, écoutez, ça, je sais pas parce que je suis pas dans les coulisses de l'accord potentiel avec notamment LR, le Sénat actuel. Je donne un avis politique et j'ai envie de dire même à Richard Ferrand, s'il m'écoute, n'y allez pas parce que en participant à ça, vous allez encore plus décrédibiliser cette instance. Mais d'un certain point de vue, j'ai envie de dire, puisque vous y allez, vous ouvrez le fait qu'il est temps d'en finir avec cette 5e République. Et moi, je l'ouvre avec, je demande une assemblée constituante avec mes amis. Et avant d'aller à l'assemblée constituante, est-ce que vous soutenez la proposition des communistes de modifier le processus de nomination du président du Conseil constitutionnel? Mais il est temps, pourquoi pas, mais il est temps non plus de modifier les choses sur les marges. Quel est le problème? C'est que nous avons un système politique qui d'ailleurs est né en 1958 dans un monde coup de force, de quasi coup d'état militaire pour imposer une nouvelle constitution, avec énormément de pouvoir qui se concentrent sur un président de la République, avec une absence et une faiblesse de pouvoir du point de vue de l'Assemblée nationale. Écoutez, vous m'invitez aujourd'hui, hier j'étais à l'Assemblée, on vote des motions de censure, tout le monde s'en fout. Une fois que c'est terminé, Monsieur Bayrou remonte à la tribune en convoquant un nouveau 49.3. Les Français ne suivent même plus, on en est au 27e 49.3. Mais là, vous dites que vous voulez une assemblée constituante pour rédiger une nouvelle constitution, mais déjà, vous venez de le dire, vous n'arrivez même pas à vous mettre d'accord sur un budget. Alors une nouvelle constituante, on en est loin. Ce dont on parle, c'est des Français, que l'ensemble des Français, que les 49 millions d'électeurs français soient convoqués pour élire des représentants, des députés constituants de toute sensibilité politique. Ils ont le droit. Moi, je suis un homme de gauche, j'ai une certaine idée de la République, mais dans ce pays, mon opinion n'est pas partagée par tout le monde. Eh bien, tant mieux. Et que des députés constituants, dans le cadre d'une assemblée constituante, discutent de ce que pourrait être une nouvelle constitution. D'accord? Ça s'est souvent passé comme ça dans notre histoire, hormis sous la 5e République.
République, qui est une assemblée constituante. Et au terme de ce débat, qui peut prendre un an, j'en sais rien, par référendum, la constitution qu'il propose pourrait être adoptée ou rejetée. À quoi je pense, moi, notamment, mais ce serait l'opinion que je défendrais avec mes amis qui seraient députés constituants là-dedans. C'est l'idée qu'aujourd'hui, donc, moins de pouvoir au président de la République, plus de pouvoir, comment dirais-je, collectif et notamment plus de parlementarisme, plus de pouvoir pour les citoyens, des droits pour les citoyens de contrôler les élus, le droit de révoquer les élus. Par exemple, il y a tout un débat qui est ouvert aujourd'hui. Emmanuel Macron doit-il démissionner ou pas? Mais cette question ne doit pas être posée comme une supplique en direction du président de la République, mais c'est un pouvoir citoyen. Nous ne sommes pas des citoyens en culotte courte entre deux élections. C'est du moins l'idée que je me fais. Nous avons le droit de continuer à avoir une possibilité d'intervention civique et politique pour peser sur les choix, même entre deux rendez-vous électoraux. Et la 5e République, c'est une fois tous les 5 ans, élis ton monarque, et entre-temps, ferme-la. Ben moi, je suis pas d'accord. La 6e République que je plaide pourrait être celle-là. En finir avec le présidentialisme, comme on dit dans notre jargon, cette monarchie présidentielle qui pourrit tout et qui impose aux Français, écoutez-moi les Français, vous le savez d'ailleurs, une réforme des retraites, par exemple, qui impose à près de 30 millions de salariés 2 ans de travail de plus, alors qu'il n'y a aucune majorité sociale, aucune majorité politique pour ça. Donc, révoltons-nous, refusons la banalisation de l'autoritarisme. Bon, en attendant, Alexis non, mais c'est le sujet Ferrand. C'est-à-dire que derrière ça, pardon, Richard Ferrand, si vous m'écoutez, parce que vous prenez pour le coup, mais c'est la marque d'une absence, comment dirais-je, de règles éthiques. Je nomme mon plus proche. Et il y a aussi un dernier argument. Richard Ferrand a déclaré dans la presse, dans Le Figaro, qu'il était de ceux qui pensaient que peut-être on pourrait imaginer Emmanuel Macron, s'il venait à démissionner avant la fin de son mandat, pourrait se représenter pour un 3e mandat. C'est une idée quand même de tordre encore plus. Vous lui demandez d'être clair là-dessus? De toute façon, je lui demande de même pas être là dans l'instance. Donc, vous voyez. Bon, en attendant, on est en 5e République. On est toujours en 5e République, Alexis Corbière. Hier, François Bayrou a échappé à une 4e motion de censure pour le budget de la sécurité sociale cette fois-ci. Et contrairement à vous, le Rassemblement national et les socialistes n'ont pas voté cette motion de censure. Du côté du PS, c'est le député Jérôme Guedj qui a expliqué la position du parti à la tribune. Écoutez. Ce budget n'est pas juste, c'est juste un budget. C'est la raison pour laquelle nous ne le censurerons pas. Mais pour autant, à tout moment, nous pouvons censurer votre gouvernement s'il s'éloigne de la promesse originelle que vous aviez faite, celle de construire un compromis avec celle des forces qui veulent bien construire un compromis avec vous, mais sans céder une seule parcelle de terrain à l'extrême droite dans la période. C'est un coup de pression bienvenu? Non, là, c'est un couteau sans lame dont on a même perdu le manche, quoi. Enfin, je le dis à Jérôme Guedj, que je considère encore comme un partenaire du NFP, on en parlera. Bon, mais moi, je suis pour la censure. Au bout d'un moment, il faut faire simple quand tout est compliqué. Si vous êtes contre un budget dont lui-même, Jérôme Guedj, et les députés socialistes considèrent que c'est un mauvais budget, voilà, on vote contre, voilà, c'est tout. On vient d'en parler, on n'a plus beaucoup de pouvoir quand on est député et député d'opposition. Si en plus on a le chantage berrouiste qui consiste à dire, comme eux-mêmes ont créé les conditions de tardive, de nomination. Hier, j'étais sidéré, j'ai même coupé la parole au Premier ministre. Il nous dit, non mais on n'a plus le temps de discuter parce que sinon si on discutait, ça reporterait l'adoption d'un budget en avril. Parce que le budget 2025, on est le 11 février 2025. Mais nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Comment on en est arrivé là? C'est eux qui ont mis des mois à nommer des gens contre même l'avis des élections. Et vous répondront que c'est vous qui avez voté la motion de censure et fait chuter le gouvernement. Mais attendez, est-ce qu'on a le droit de s'opposer dans le pays? Est-ce qu'on a le droit? Au bout d'un moment, il y a une forme, je sais que vous plaidez pour me faire réagir, et je vous en remercie, mais on a l'impression, se banalise l'idée que quand on s'oppose, on gêne, en fait. Et c'est une pensée autoritaire. Non, mais après, il y a un état de fait, c'est l'instabilité. À force de s'opposer, ça crée l'instabilité, et ça a des conséquences sur les Français. Qui a créé l'instabilité? Le président de la République. Quelle était l'idée qu'avant même les Jeux Olympiques, il fasse une dissolution lorsque l'extrême droite était au plus haut? Une fois qu'il a fait la dissolution, il a dit non mais maintenant il y a les Jeux Olympiques, je peux pas nommer un gouvernement. Bon, tape sur, on perd du temps. Non mais du coup la différence avec les socialistes, pardon, et là vous avez une différence d'approche majeure avec les socialistes. Les socialistes disent ok, la situation c'est celle-là, et ben on va faire avec, on va négocier, et puis bah voilà, on va effectivement pas censurer pour le moment, mais si le gouvernement penche trop à droite, à l'extrême droite, bah là on censure. Oui mais c'est plus compliqué que ça parce que vous avez même entendu François Hollande. Alors certes il ne parle pas au nom du Parti Socialiste et j'ai cru comprendre qu'Olivier Faure lui demande même d'arrêter de parler en faisant croire qu'il parle au nom du Parti Socialiste. Parce qu'il y a un petit jeu qu'on a compris. Mais Hollande a dit que la motion de censure que vous évoquez sur les questions, on va dire, pour faire ça, de submersion migratoire, des provocations verrouillistes, il a dit, on la présente, mais si on s'apercevait que le Rassemblement national par tactique voulait la voter, et donc que cela pouvait entraîner que la motion de censure prospère et soit adoptée, on la retirera. Enfin, pardon, on ne s'oppose pas comme ça au Macronisme. Là, c'est très important. Non, mais ce qui est important, là, en l'occurrence, sur la question du budget notamment, ce qu'on comprend de la position du Parti Socialiste, c'est que il vaut mieux pour le Parti Socialiste un mauvais budget que l'instabilité gouvernementale. Ce n'est pas votre point de vue?
Ben moi, je pense qu'on peut avoir un bon budget qui ne serait pas un budget d'instabilité. Présenté comme ça, évidemment, je suis coincé. Personne ne veut l'instabilité, même les gens de gauche de ce pays. Moi, les gens que je connais, hier j'étais avec des parents d'élèves qui veulent que les écoles, qu'on ne ferme pas des classes dans ma circonscription. Personne ne veut le chaos et le désordre. Maintenant, j'affirme que le budget... Personne ne veut le chaos et le désordre. Oui, enfin, je veux dire, les gens veulent que les hôpitaux soignent, que l'école travaille. J'affirme que ce budget, le budget de Bayrou, parce qu'il propose aujourd'hui près de 30 milliards de suppression, de baisse de dépenses publiques, aura pour conséquence le désordre et le chaos. D'accord ? Donc après, et puis y compris la loi spéciale permettait... Mais au fond, qu'est-ce qui se passe du coup au sein du NFP ? Parce voilà, que c'est ça qu'on on voit qu'il y a des différences d'approche. On voit, vous avez parlé de François Hollande. François Hollande, lui, en fait, il dit « Moi, la France insoumise, c'est pas eux qui vont me dicter ce qu'on doit faire. » C'est là où peut-être qu'un homme comme moi a une particularité. J'ai été exclu de la France insoumise. Je suis un unitaire. Voilà. Donc on l'aura compris, je suis en désaccord avec le choix stratégique politique de mes camarades socialistes. Pour autant... Vous êtes en désaccord avec Jean-Luc Mélenchon. Et voilà. Enfin, pour autant, je considère qu'il faut, dans la période, les raisons qui ont amené à la naissance du nouveau Front populaire, à savoir la menace d'une possibilité que l'extrême droite l'emporte dans les urnes, doit nous imposer à continuer à rester unis politiquement pour des batailles communes, unis aussi électoralement lorsque ça vient. Nous sommes dans des logiques d'autonomie jusqu'à l'élection présidentielle. C'est ce qu'a dit l'ancien président François Hollande. Eh bien, je suis en radical désaccord avec ça, auquel répond aussi, j'ai entendu ce matin le coordinateur de la France Insoumise qui dit si la motion de censure n'est pas adoptée par le PS, alors nous serons dans une rupture irrémédiable. Irrémédiable, c'est auquel on ne peut plus remédier. Vous êtes bien en désaccord avec tout le monde, mais vous êtes non, je suis pas en désaccord. Je suis en accord avec ce que pense, à mon avis, l'ultra grande majorité des gens de gauche et écologistes. C'est que quand l'extrême droite est aux portes du pouvoir, je le répète, quand l'extrême droite est aux portes du pouvoir, c'est-à-dire qu'elle fait 30-35%, qu'elle est en dynamique, avec une crise aujourd'hui du camp macroniste et de la droite, si la gauche se divise, eh bien nous perdrons. Moi, je veux la victoire. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'élection avant 2027. Il y a des élections nationales. Municipales, et à partir du mois de septembre, il y a la possibilité, en raison du caractère autoritaire d'ailleurs de la Constitution, on va en parler, d'une dissolution. Et il y a possiblement, on va en parler après la pause, une accélération du calendrier présidentiel où Emmanuel Macron démissionne, parce que cet homme au bout d'un moment pourrait aussi démissionner. Vous faites la bande-annonce, on va en parler effet juste après la... si vous voulez. Juste après la pause. Vous n'allez pas faire le fil info. Il est 8h45 et le fil info, on va vous retrouver après. Alexis Corbière, le fil info, c'est Maureen Suignard. L'accord entre le Hamas et Israël va-t-il tenir ? Le gouvernement de Benyamin Netanyahou a d'ores et déjà ordonné à son armée de se préparer à tous les scénarios. Le Hamas accuse Israël de ne pas respecter l'accord et menace de reporter la prochaine libération d'otages. Un kibboutz annonce à l'instant la mort en captivité à Gaza d'un de ses résidents. On craignait une forte augmentation du chômage en France avec de nombreuses défaillances d'entreprises, mais le taux de chômage est en très légère baisse au 4e trimestre. Une baisse de 0,1 point, il est de 7,3%, mais la Banque de France table tout de même sur une progression jusqu'à 8% de la population active à la fin de l'année. Près de 2000 personnes ont été secourues par l'Ocean Viking l'année dernière. Des chiffres donnés par l'ONG SOS Méditerranée qui affrète le navire. La Méditerranée centrale est la route migratoire la plus dangereuse du monde. Ça ressemble à une rencontre de Ligue 1, mais c'est un match de barrage aller de Ligue des Champions de football. Brest face au PSG en fin de journée. France Info en édition spéciale dès 18h30, puis à 21h. Le choc du jour, le Real Madrid de Kylian Mbappé affronte Manchester City. France Info. Le 8-30 France Info. Et Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis, groupe écologiste et social. François Bayrou se dit prêt à un débat large sur l'identité française et l'immigration, pas seulement sur le droit du sol, mais plus largement sur ce que ça veut dire d'être français. Alexis Corbière, est-ce que vous souhaitez participer à ce débat ? Je réembraye sur ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut rester unis quand l'extrême droite est si haute, et comme vous venez de le dire, quand en plus on a un Premier ministre qui trouve rien de mieux que d'ouvrir un débat qui se place totalement sur le terrain de l'extrême droite. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? C'est que la question d'un débat autour de qu'est-ce qu'être français est une folie, parce qu'il n'y a pas de réponse. Il y a plusieurs réponses. C'est une conversation, que les choses soient claires. Je ne crains personnellement aucun débat. Je suis prof d'histoire et passionné d'histoire. Je peux vous donner ma définition de ce qu'est être français. Être républicain jusqu'au bout, donc républicain social, faire de la devise liberté, égalité, fraternité, un programme politique, donc être républicain et être français. Pour moi, par exemple, quand M. Bernard Arnault dit que dans ce pays, si ça continue, il va partir à l'étranger, de mon point de vue, je vais être grossier, il n'est pas français. Pour autant, est-ce qu'il faut retirer la nationalité française à Bernard Arnault ? C'est une folie que je ne prétends pas, mais moi, c'est ma conception à moi, ce qui m'anime, en quelque sorte, ce qui me meut, comme dirait l'autre, politiquement. Mais une fois que j'ai dit ça c'est...
Quand est-ce qu'on discute de qu'est-ce que c'est qu'être français? C'est lors des élections, où Madame Le Pen se présente, Monsieur Mélenchon, Monsieur Macron, et tout le monde a des programmes et on discute de qu'est-ce qu'on veut. Vous avez dit tout à l'heure qu'on n'était pas obligé de discuter de tous les sujets seulement au moment des élections. Ça vaut peut-être aussi pour ça. Non, mais attendez, François Bayrou et d'autres. De qu'est-ce qu'être français dans la mesure où il n'y a pas de définition, parce que vous allez vous donner la vôtre, vous allez vous donner la vôtre aussi, et moi. Et puis une fois qu'on aura dit tout ça, on veut normer la discussion. On va pas nous prendre pour des gogos. On veut tourner le regard vers une certaine catégorie de nos compatriotes pour dire finalement eux, ils ne sont pas vraiment français. Pour quelles raisons? C'est ça l'objectif selon vous de François Bayrou? C'est de pointer certaines catégories. Je vais vous dire la folie de ces gens-là, c'est qu'ils pensent qu'en fabriquant une conversation sur le terrain du Rassemblement national, ils vont faire venir les électeurs du Rassemblement national à eux. Leur tactique qui est grossière, qui a été utilisée notamment par Nicolas Sarkozy à une époque, qui avait siphonné en 2007, les voix du et que François Bayrou avait critiqué. Oui, ben d'accord, mais il refait les mêmes choses, d'accord? Il refait exactement pareil et ça produira le même effet. Parce qu'il faut expliquer aux Français, l'idée de François Bayrou, elle est une réaction aux déclarations de deux de ses ministres importants, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, qui veulent réformer le droit du sol, pas seulement à Mayotte, mais sur tout le territoire français, comme le souhaite depuis des années le Front National et le Rassemblement national. Puante, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Premièrement, en France, contrairement au fantasme de l'extrême droite, c'est pas vrai qu'il y a un droit du sol intégral où tu débarques et tu nais et tu deviens immédiatement français. C'est pas automatique. C'est plus compliqué que ça. Et les gens un peu sérieux le savent. Donc ce fantasme que des étrangers arrivent, Angela Bas comme ça, immédiatement avec leurs enfants, qui deviennent immédiatement français, est un fantasme puant d'extrême droite. Et j'en ai assez de l'entendre, en particulier de la part de gens, notamment qui sont ministres de l'Intérieur ou ministres de la Justice, qui devraient mettre un peu de raison dans cette discussion. Je vais vous dire, c'est compliqué encore d'être français. Maintenant, la question, c'est quel type de nation voulons-vous? Qui est une manière à moi de répondre à la question. Nation civique ou nation ethnique? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes un peuple politique qui, quelle que soit la couleur de votre peau, quel que soit d'où vous venez, quelles que soient vos convictions spirituelles, nous pouvons faire France ensemble à partir du moment où nous bâtissons un peuple sur des bases politiques? Ou alors est-ce que c'est une nation plus ethnique, c'est-à-dire en gros on est français parce que papa maman étaient français et puis c'est la question que pose au fond Gérald Darmanin. Il s'explique en disant on n'est pas français par hasard et le droit du sol qui a apporté beaucoup à notre pays connaît aujourd'hui ses limites parce que l'on voit bien qu'il y a des difficultés autour de l'identité. C'est ça qu'il dit. Mais quelle est l'identité? Non mais ce qu'on disait tout à l'heure déjà. C'est définir l'identité qui devient complexe. Mais quelle est l'identité? Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'au bout? Monsieur Darmanin a son identité, je le connais un peu, c'est un homme qui a des convictions, qui n'est pas inintéressant dans la discussion. Mais moi, ce qui me définit à moi, ce qui fait de moi un patriote social, c'est un homme. Moi, je suis un enfant de c'est pompeux ce que je veux dire, mais de la Révolution française. Ce qui me passionne, c'est comment ce pays, à un moment donné, a donné pour la première fois dans une grande puissance européenne la souveraineté au peuple, qui a décidé que ça n'est plus le monarque qui décidait, mais c'est des représentants du peuple. Ça fait un caractère universel et qui a fait de la France un pays qui avait une dimension particulière. Mais dans l'identité française, il y a eu aussi, en même temps qu'on proclamait des grands idéaux, on a fait le colonialisme, on a inféodé des peuples, on n'a pas aboli l'esclavage. Donc on peut discuter de toutes ces contradictions qu'il suffit pas de se gorger de mots pour voir que derrière ce qu'est l'histoire de la France, il y a des moments lumineux, des moments sombres, et tout ça est notre histoire nationale. Et vous voyez le débat sous-jacent, c'est l'immigration. Mais bien sûr, derrière ça, c'est uniquement l'immigration. C'est totalement l'immigration. Je vais mettre encore plus grossier. C'est totalement l'idée qu'il y a des ennemis intérieurs, une cinquième colonne, et je vais être grossier. Mais pardon, mais qui est-ce que Gérald Darmanin parle d'ennemis intérieurs, de cinquième colonne? C'est des appos à chiens, vous savez. C'est des messages. Je vais vous dire est-ce que Bruno Retailleau a parlé de cinquième colonne? Oui, Bruno Retailleau est un homme qui est un homme structuré idéologiquement dans le camp de l'extrême droite. Je connais parfaitement. Je le trace depuis longtemps, Monsieur Retailleau. Il écrivait aux côtés de Monsieur De Villiers des livres comme quoi il y avait eu le génocide vendéen, qui est une terminologie pour ceux qui connaissent l'histoire de France totalement née dans l'extrême droite. Il faisait le Puy du Fou avec De Villiers. Il est dans cette structure. Ça existe en France. Hein, je veux dire, pour autant, moi, c'est de la conversation et la confrontation politique me gêne pas avec ça. Mais les discussions historiques, elles peuvent avoir lieu. Enfin, vous êtes historien et précisément, vous citiez la Révolution tout à l'heure. Marc Bloch, il dit voilà, français, c'est le baptême de Clovis, c'est la fête de la Fédération. Oui, d'accord. Mais c'est français. Est-ce que c'est pas Retailleau, Corbière? Non, mais d'accord. Ouais, mais là, on parle pas de ça. On parle du fait que est-ce que être français, parce que tous ces gens-là, on va se le dire clairement, considèrent qu'il y a dans ce pays des gens, je le dis, qui sont pas vraiment français, des Français de papier. Donc ça c'est un vocabulaire, puisqu'on parle beaucoup d'histoire de France, qui a été évoqué dans un moment particulier de notre histoire de France, où on a même retiré la nationalité française à certains de nos compatriotes. Je pense à la France de Vichy, les Français de papier, et c'était nos concitoyens de confession juive qui ont été, vous le savez très bien, les martyrs, si je puis dire, de cet antisémitisme d'État. Mais on va dire clairement, il y a aujourd'hui, en particulier du côté de nos concitoyens de confession musulmane, un climat qui est détestable. Écoutez, ce qui s'est passé même sur une chaîne du service public, d'un humoriste, Monsieur Merwan,
Ben Lazare. Ben Lazare, je voulais pas déformer. C'était sur 7 à vous, voilà. Quel que France soit ce qu'on pense, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je le connaissais pas, je suis allé voir, je l'ai trouvé personnellement très drôle. Mais on a le droit de pas le trouver drôle. Mais uniquement parce que ce monsieur est arrivé sur un plateau télé avec un bonnet sur la tête et une barbe, on a vu un déchaînement totalement fou. Il y a eu aussi des personnes qui lui reprochaient certains tweets. Alors étaient-ils sortis de leur contexte? Mais oui, ils étaient selon vous. Et ils étaient. Lui, il dit que c'est de l'humour et que c'était une discussion. Il a fait un sketch hilarant qui revient là-dessus. Mais on voit bien comment il y a un climat de suspicion généralisée. On est rentré dans l'ère du soupçon de la part de l'extrême droite qui vise à dire la crise que nous traversons. Parce que fondamentalement, l'histoire que je suis venu dire ce matin, c'est que ce pays est en crise, les inégalités sont là, les richesses explosent d'un côté et la pauvreté est là. Mais on va détourner l'inquiétude et la colère légitime du peuple qui devrait trouver des solutions de partage vers une partie de la population. Écoutez, Jérôme Chappuis, c'est une vieille ruse de l'extrême droite. Ils ont toujours fait ça, de capter la colère populaire pour la tourner non pas vers une légitime unité du peuple pour un meilleur partage des richesses, mais pour dire c'est pas la faute au patron, c'est pas la faute à ceux qui accumulent des richesses, c'est la faute à lui, regarde-le, ou elle, il est suspicieux, ils sont pas vraiment français, ils ont un drôle d'accent, leurs plats ne sentent pas les mêmes odeurs que les nôtres et ils vont même, paraît-il, prier dans des lieux qui sont pas les mêmes que nous. Vieille ruse qui dure depuis, mais qui est terrible, parce qu'on ne Sauf que là, c'est François Bayrou qui parle d'un sentiment de submersion migratoire. Mais c'est un fait. C'est un fait. Mais le sentiment de submersion migratoire, il n'est pas chez certains Français, il n'est pas dans votre circonscription quand on vous parle, quand on vient vous voir. Mais qu'est-ce qu'il doit dire? Le fait que, qu'est-ce que vous voulez me démontrer que dans ce pays les idées d'extrême droite progressent? Vous avez parfaitement raison. Je vous ai dit que ma stratégie que je propose, et écoutez-moi les amis du NFP qui m'écoutaient, on doit rester unis parce que jamais dans l'histoire de France, au moins depuis 1945, l'extrême droite peut l'emporter dans les urnes et que ça m'inquiète et ça m'angoisse. Et moi qui ai eu porté des stratégies différentes dans les moments de l'histoire politique, je pense aujourd'hui qu'il faut l'unité de la gauche et des écologistes qui doit continuer, pour autant qu'il y ait des idées d'extrême droite qui prospèrent dans le pays. Mais est-ce que le rôle de François Bayrou est de venir dire qu'il y a de la submersion, on est submergé, alors que le nombre d'étrangers dans ce pays, me semble-t-il, est assez stagnant. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a une France qui évolue, mais c'est pas bien. Je vois que vous voulez qu'on change de sujet. Deux sujets importants dans. Ça vous a passionné. Deux sujets importants. On sent que vous êtes passionné sur ce sujet. Je suis inquiet pour mon pays. Très important pour la France. Peut-être d'abord très rapidement sur la loi handicap. 20 ans après la loi Chirac, de nouvelles propositions, notamment une proposition commune PS-LR pour avancer notamment sur la question de la mobilité, sur la question des revenus aussi des personnes handicapées. Est-ce que vous vous joindrez à cette initiative? Écoutez, a priori, je la soutiens et je salue aussi le travail que fait mon ami Sébastien Pétavy et la députée aussi Christine Lenabour, là aussi Sébastien est dans le même groupe que moi, sur un peu une mission d'évaluation à l'Assemblée nationale sur les 20 ans, parce que de quoi on s'aperçoit, au-delà de choses nouvelles qu'il faut faire sans aucun doute, c'est que même la loi adoptée il y a 20 ans, aujourd'hui, n'est pas appliquée. Je vais juste le dire à ce plateau, on s'aperçoit, selon cette étude, que 86% des personnes handicapées continuent à éprouver des difficultés à se déplacer et 56% des personnes handicapées éprouvent des difficultés pour se loger. D'accord? Alors qu'est-ce qui coince? C'est un manque de volonté politique? 12 millions de nos concitoyens. C'est un manque de volonté politique? Manque de volonté politique, manque de moyens. Quand vous faites adopter un budget qui est un budget de baisse de dépenses publiques, c'est aussi ça. Je vais prendre un exemple qui me touche, moi qui suis prof de lycée professionnel, les AESH à l'école. Les accompagnants pour les personnes c'est un des métiers les plus indispensables, les gamins sont repérés, ils ont besoin. On n'est même pas à la moitié des heures d'AESH qui devraient être attribuées, qui sont vraiment effectives. Donc vous avez des gamins en difficulté, qui ont des tas de petits problèmes, et c'est bien qu'ils soient à l'école, il n'y a pas les moyens. Donc c'est ça aussi, on peut légiférer, il faut modifier les choses, mais on peut aussi mettre en application. Mais il faut des moyens publics. Pourquoi le budget Brou? Moi j'ai voté contre, pas pour faire le chaos, mais parce que le chaos, c'est maintenant. Autre sujet, est-ce que vous vous retrouvez dans l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle à l'occasion du sommet de Paris cette semaine? L'intelligence artificielle fait partie de ces nouvelles révolutions industrielles. Mais du sommet qui est organisé, pour faire simple et un peu caricatural, c'est que c'est des fonds privés qui viennent, mais le débat, et notamment que la France, Emmanuel Macron devrait mener, c'est quelles sont les normes, les règles internationales pour cadrer l'intelligence artificielle. Il en est question cette semaine à Paris, et puis l'Union européenne. Il n'en est quasiment pas question, c'est justement tout le problème. Et même il semblerait que le lobbying fait par la France soit pour affaiblir, si je puis dire, les normes qui existaient déjà. J'ai même lu que la France est intervenue pour que les questions de sécurité ne fassent pas partie de ce qui est réglementé au niveau notamment européen. Je veux dire, l'intelligence artificielle sur le contrôle des faciès, etc. C'est des données sur lesquelles il faut avoir un contrôle par des instances internationales, par la puissance publique et pas par des grands groupes privés. Chacun le comprend. Sandrine Rousseau, elle parle de techno-idolâtrie du président quand elle le voit là s'exprimer sur l'intelligence artificielle. Vous pensez la même chose?
j'écoute ce que veut dire Sandrine, sans doute que je partage ce qu'elle dit. Moi surtout, je pense que le progrès peut nous apporter un bien-être pour l'humanité. En soi, je suis pas pour. Mais on voit bien. Pas à n'importe quel prix, c'est ça que vous dites. Non, surtout, si ce progrès est sous le contrôle de groupes privés qui vont défendre des intérêts privés et que c'est pas mis au service de l'intérêt général et de l'intérêt humain, à gauche, alors c'est une folie. On entend le mot féodalisme notamment à gauche. Bah oui, écoutez, ce qui nous a marqué, vous et moi, nous trois, c'est que non, quand Donald Trump a été élu, quel personnage immédiatement est apparu? Elon Musk. Qu'est-ce qu'incarne Elon Musk? C'est le fait qu'on a aujourd'hui ces immenses groupes qui ont des puissances supérieures à des États, qui ont la capacité de tout savoir sur vous, mes opinions politiques, votre bilan de santé, et c'est très intrusif. Donc là, on parle pas seulement d'une révolution industrielle qui fait qu'on va construire des voies ferrées ou je ne sais trop quoi. On parle de la capacité d'avoir des machines qui prennent le contrôle. Donc ça devrait nous amener à faire de la norme internationale et du contrôle. Et ce que fait Macron, de ce que je comprends, c'est une forme uniquement de dire à des groupes privés, venez investir, on se met au service, mais on est dans une situation un peu de vassalisation par rapport à ces grands groupes. Alors qu'au contraire, la puissance publique devrait dire intérêt général, intérêt humain, c'est pas vous les milliardaires qui allez décider. Merci Alexis Corbière, député écologiste et social et membre de l'Après. Et membre de l'Après. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin sur France